Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive en partenariat avec Intersport. Jean Sureda. Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien, heureux de vous retrouver où nous allons pendant 1 heure parler de sport et uniquement de sport avec mes chroniqueurs et des invités acteurs du sport de haut niveau. Au programme ce soir, vous avez l'habitude, les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Kevin Carrière nous présentera le Zoom de la semaine, on va parler de football, sans oublier la question du jour, le débat où nous allons encore parler de football avec l'équipe de France, donc de football qui débute, les qualifications de la Coupe du Monde 2022 ce mercredi. Enfin, nous recevrons Lucie d'Écosse, championne olympique, championne du monde, championne d'Europe de judo et aujourd'hui entraîneur. Avec nous ce soir, Lucas Serdic. Bonsoir Lucas. Bonsoir. Marek Keta. Bonsoir Marek. Bonsoir. Mehdi Guillonneau. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Jean. Et Maxime Brossard. Bonsoir Maxime. Salut. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Quelle classe ce Maxime. Je commence par vous tout de suite. Hein. Ah bah d'ailleurs, c'est vrai que vous avez fait tomber la chemise. Avec Marek. Alors que moi je suis en t-shirt souillon un petit peu. Hein. Ça va, il est bien. Non mais d'habitude je suis en chemise quoi. Mais tout à l'heure, fallait le voir. Et je crois que Kevin est là pour en attester et puis Non, pareil je pour suis pas peigné. il avait, je suis pas peigné, mais l'expression. C'est génial, c'est fantastique. Il avait sa petite tasse de thé. Il Ah avait oui, son oui, petit c'est thé vrai, avec ouais. sa petite chemise, Incroyable, il était hein. mignon. Mais Ça vous va bien, non? Mais oui, mais Ah ouais, ça va, pourquoi vous êtes habillé J'ai dû avoir un rendez-vous avant pour du boulot. Et donc, il fallait que je sois un peu. Tu travailles? Ah bah oui, je travaille. Ah Ouais. d'accord. Non, du travail j'ai dit. Oui. On sait qui Ouais, travaille. non, pas. pour des missions. Ouais. D'accord, on en parlera. Les hanches voilà. les hanches vont bien. Bah oui, écoutez, ça va. Elles ont un peu couiné là hier. C'était compliqué parce qu'on a fait un foot. J'étais au gardien, mais le terrain de gratin-tour, il est dur, hein, je peux vous dire. Le terrain de gratin-tour. Ouais, au foot, ouais. Il était dur comme la pierre, j'ai mal partout. Faut savoir que je lui ai mis 2-3 frappes quand même. Hein. Il y avait des belles frappes, oui, je dis pas le contraire, mais bon, il fallait le Pierre-Alain plonger, quoi. Fro de c'est discount. Mais le Pierre-Alain Fro de maintenant du coup. Ah oui, totalement. Celui de 43 ans. Ouais, encore. Je pense qu'à mon avis, le paf de maintenant, il doit être bon encore. J'ai le physique. Ça va, Marek? Ça va, bon très retour. Bon, Ouais. d'ailleurs, de retour. Bon, j'ai l'impression que c'est des retours tous les 15 jours. Ouais. Mais officiellement, ce sont des retours. Comment ça va? Ça va, hein, j'étais dans le Gers. Moi, j'ai vécu un formidable week-end. Ça ne Salut aux m'étonne pas. auditeurs du Gers. Et Et oui, Mehdi, dédicace à vous. Voilà. Power Rangers, J'ai comme ils vécu avaient ce mis week-end l'équipe. de rugby. Ça dépend, dans vous le étiez où? Gers. Oui, c'est ça parce qu'il y a Gers. J'étais à Nougaroulé. On les salue. Je sais Ah pas oui, si c'est vous- vraiment le Gers alors. Oui, Si, on est au début. Ça va. Là-bas, ils se croient tous dans les Landes. Hein. J'entends Ah, pas. merde. Faut leur dire que c'est le Gers encore. Mais là-bas, non, mais ils c'est sont pas au courant. Nogaro, c'est Nougarolé. C'est pas pareil, c'est pas le même endroit. Ah, j'ai entendu Nogaro. Non, Nogaro, ok. Nougarolé, ah non, je connais pas. C'est J'entends. Avaroche. Ça fait plaisir Ouais. de vous entendre, Mehdi, parce que vous savez, Bordeaux doit battre Marseille à domicile tous les ans. Bah moi, j'ai pris 6 points cette année sur notre jeu MPG, et donc forcément. Bon, on va faire un point forecast Ouais. comme toutes les semaines aussi. 6 points sur Maxime, alors qu'il a eu un effectif Mehdi. de Ah non, sur je Mehdi, joue pas, ouais. alors qu'il a un effectif. Il a quand même pas de bol. Il a pris Monaco, les 4 meilleurs clubs au moment où il jouait le moins bien. C'est clair. Voilà, Ça, c'est le karma, ça. Tu crois? Oh, ouais, ça c'est beau. Ouais, bah alors dans ce cas, tu vas te ramasser à la fin. Moi Bah oui. Et je joue le titre, c'est exceptionnel. Bon, je vois que vous êtes prêts, on va pouvoir démarrer la avec les descente aussi. C'est vrai, on va pouvoir démarrer avec les coups de cœur et coups de gueule. Sportez-vous bien. Les coups de cœur et les coups de gueule. Chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué comme une joie ou une déception. Je vais commencer avec vous, Lucas Serdic, parce que vous n'avez pas voulu vous décider, vous avez pas... Bon, je vous ai autorisé à ne pas vous décider. Oui. On commence par quoi? Alors, vous avez un coup de cœur sur Alexis Pinturo et vous avez un coup de cœur gueule sur... Non, mais je vais pas décider à votre place. Hein, Qu'est-ce c'est que vous votre voulez? émission, Allez-y. hein. Non. Allez, bon, on commence par le cœur, parce que D'accord. c'est fantastique. C'est, Alexis. comme d'hab, Alexis Pinturo, c'est un coup de cœur général, mais c'est vous qui nous le présentez. C'est Alexis Pinturo qui a gagné enfin, j'ai envie de dire, le gros globe. Enfin, comme vous y allez. Bah oui. Non, mais si, quand même. Non, mais il s'est retrouvé face à un Marcel Hirscher pendant 8 saisons qui a explosé tous les records de points, de victoires, Mais il l'a gagné. de tout ce que vous voulez. Ce week-end, il a gagné. Quand il a pris sa retraite depuis 2 ans, il a loupé le premier essai, en partie à cause du Covid, je n'en démords pas. Mais le deuxième, il l'a transformé, et très bien transformé, puisque même si effectivement un de ses grands rivales, Kill 2 a été blessé, même si Christophersen n'était pas dans la forme de sa vie cette saison, visiblement il a eu du fil à retordre avec le futur peut-être très grand nom de la discipline, Marco Odermatt, mais il a tenu Pintu, et il a tenu magnifiquement bien sur ce géant, ce dernier géant de la saison qu'il a remporté pendant qu'Odermatt lui a fait son pire
pire résultat de l'année. Donc il a gagné le géant, il a gagné le petit globe de la spécialité, le gros globe de cristal, le jour de ses 30 ans, et le lendemain, sur le slalom, il est allé chercher un nouveau podium, le 3e de la saison, sur une discipline qui lui a longtemps coûté très très cher, puisque encore cette année, ça aurait pu lui coûter cher. Son seul abandon, c'est sur le slalom. Avant, il en cumulait beaucoup plus, et c'est ces points-là qui lui manquaient sûrement pour avoir le gros globe de cristal. Et là, voilà, cette année, il l'a. Bravo à lui, on est très content. C'est le premier depuis Luc Alphand en 1997. On va faire un mini bilan là en 30 secondes de la saison blanche. Elle est bonne quand même de la part de l'équipe de France globalement Chez sur le les messieurs, biathlon, sur le ski. Chez les messieurs. Chez les hommes. Chez les messieurs, elle est Il y a un excellente. trou chez les dames, ouais. Il y a un petit trou. Alors, en ski alpin, heureusement, il y a Tessa Worley qui est encore là. Et Perrine Lafont. Mais oui, Perrine Lafont en ski acrobatique, bien sûr. Bien Alors, sûr. là, je parle de ski alpin. Parce que derrière, c'est vraiment le désert. Pour le coup, il y a personne, que ce soit en slalom ou en discipline de vitesse, il n'y a personne. Mais il y a Tessa Worley qui enchaîne encore quelques victoires. Et chez les hommes, par contre, la densité, là, elle est excellente et assez exceptionnelle. Il manque un petit peu en discipline de vitesse. On ne cracherait pas Puis il y sur a la fin, ou deux podiums supplémentaires. Et il y a la fin aussi des papiers quand même à saluer. Grange, Jean-Baptiste Grange, Grange qui Élise termine, Roux, Élise Roux qui ont tous les deux performé voilà. sur des championnats du monde. Claret aurait pu s'arrêter continue, aussi cette année, mais il Voilà. continue. Donc, Alors qu'il Il y a quand même une génération qui est en train de partir petit à Ouais. petit. Ouais. Et voilà, il y a Noël qui arrive. J'espère qu'il y en aura d'autres aussi derrière. Même et- en vitesse, Bailey qui a Ouais. fait une très belle saison alors qu'il a 24 ans, donc c'est plein d'espoir aussi. Et en biathlon, la relève a quand même bien tenu le choc, puisque même s'il n'y a plus Martin Fourcade, Quentin Fillon-Maillet fait 3e du général, Simon Destueux a remporté quelques courses, Émilien Jacquelin, n'en parlons pas, aussi a été très très bon avec un titre de champion du monde. Non, on est plutôt content quand même. On en parle, on n'y pense pas tout de suite parce qu'on pense beaucoup aux Jeux Olympiques d'été, mais les Jeux Olympiques d'hiver c'est déjà dans un an, messieurs. Donc on est en forme, C'est vrai. c'est de bon augure ça aussi, Mehdi, non? Ah bah oui. Et puis, Ah non, parce que oui, on est quoi, mars, oui, c'est les en JO, février en général. On a 11 mois, des JO. c'est pas à Pékin d'ailleurs, si je dis c'est à pas de Pékin, bêtises. en Chine, c'est à ouais. Pékin. D'accord, d'ailleurs, la seule ville qui aura accueilli les JO d'hiver et les JO d'été. Mais oui, évidemment que c'est de bon augure pour le ski français, mais on y est quand même habitué ces dernières années. Et effectivement, un peu dans toutes les disciplines, si on sort Worley et Perrine Lafont, il y a quand même un petit trou chez les femmes. Voilà, il y a un petit trou. On pourra espérer quelques médailles, notamment, on en parle assez souvent en biathlon aussi, parce qu'il y a le biathlon qui est un gros contingent de médailles pour nous. Mais bon, voilà, j'espère que ça le fera d'ici un an, et puis peut-être qu'il y aura d'autres noms qui seront sortis d'ici là, quoi. On avait reçu une skieuse il y a 2 ans, c'était Anne-Sophie Barthé de Exactement. mémoire. Ah oui, exactement. Mais elle a arrêté. Et elle a Ouais. arrêté. Elle avait arrêté l'année là. Je pense que le passage à Sportez-vous bien lui a porté. Oui, puis elle en avait peut-être un peu marre de C'est vrai. se faire mal aussi. C'est vrai. Elle a été beaucoup blessée, la pauvre. Il y en a qui se font mal, mais ils en ont pas marre du tout. C'est l'UFC. Ah oui, Superbe ouais. transition. C'est votre coup de poing de la soirée, Maxime Brossard. Oui, voilà, j'avais envie de parler de ce combat un peu, surtout à vous, gens qui aimez la science-fiction, vous qui êtes fans de Joséphine Ange Gardien notamment. Donc là, je voulais vous proposer. Il y a fiction et science-fiction là. On va arrêter Je vais tout vous de suite. proposer un combat entre deux monstres, en fait, un peu. Entre Mimi Mati Entre et Laurent Mimi Mati et Ronac. Laurent. Non, là c'est plutôt. Certains l'ont surnommé le combat entre Godzilla et King Kong, pour vous dire en fait. Hein. Moi j'espère que ce sera pas un nanar en tout cas, ce combat, puisque ce sera entre Stipe Miocic, l'américain, et le franco-camerounais dont je vous parle de temps en temps ici, Francis Ngannou. Ce sera dimanche à partir de 4h du matin sur RMC Sport 2. C'est un combat pour la ceinture des poids lourds donc. Ça va être une revanche. En fait, les Américains ont baptisé ce combat The Biggest Baddest Rematch. C'est vous dire si ça va être intense entre les deux meilleurs poids lourds actuellement. Alors ça va être une revanche en effet, puisque le premier match avait eu lieu en 2018. Et c'était Stipe Miocic, voilà, l'américain, qui est une idole aux États-Unis en fait, puisqu'à côté de son activité de combattant, il est pompier, il est sapeur-pompier dans l'Ohio. Voilà, il coche toutes les cases, c'est un peu le héros américain. Et face à lui, il aura The Beast, la bête, Francis Ngannou, qui dans sa jeunesse a une histoire incroyable. Là, dans sa jeunesse, il travaillait dans les mines au Cameroun. Il est ensuite monté comme il a pu. Il est arrivé en France, à la capitale. Et il mangeait même pas toujours à sa faim. Il dormait même dans le gymnase, c'est vous dire. Et aujourd'hui, maintenant, il est en passe de devenir la superstar, une des superstars de l'UFC. Le premier combat donc avait fini sur une décision en faveur de Stipe Miocic, qui est un combattant plus complet qu'Ngannou. Ngannou, c'est vraiment comment vous dire,
c'est vraiment la machine, quoi. Il arrive, il tape un peu dans tous les sens, c'est un peu décousu, c'est tout beaucoup sur la puissance. Et Miocic, lui, il est plus dans la réflexion, dans la lutte, dans la gestion du combat, voilà. Et il avait gagné de cette façon-là après un duel épique. Et donc là, le combat va être encore plus électrique en fait, puisque depuis sa défaite, Ngannou a remporté ses 4 derniers combats par KO au premier round. Donc c'est-à-dire que les combats avec lui, ils ne s'éternisent pas trop en fait. C'est-à-dire que, comme on dit, il envoie des grands coups de battoir jusqu'à ce qu'il touche son adversaire et généralement ça se termine comme ça. Il y a aussi sur le Blagnac. Alors, je ne suis pas là, je suis pas disponible, mais je crois que Lucas sera sur le ring, c'est ça? Écoutez, je sais pas, puisque c'est à huis clos ce gars-là. Ce sera ce Il va vendredi. mettre Léon sur le ring. Il est un peu jeune, le pauvre. Écoutez, peut-être un jour. De quoi on parle là? On parle de boxe. Il y aura un gala à huis clos donc à Blagnac le 26 mars. Ce sera ce vendredi. Donc Anthony Rivière, Blagnacais, combat pour le titre de champion de France des super plumes. Lui, il défiera donc. J'en serai là. Non, il défiera. Voilà, super plume. Vous avez intérêt de côté là, à mon avis. Vous avez pouvoir. Je me fais tuer en Surtout direct. c'est vendredi là. Vous pouvez ferrer la ceinture. Hein. Il va défier le tenant du titre, donc Khalil El Adri. Et il y aura un autre titre en jeu. Cette fois-ci, ce sera une Toulousaine qui va défendre son titre. C'est Anissa Benyoub. Elle va défendre sa ceinture des super légers face à Elsa Ernat. Voilà, on espère que les Toulousains vont briller dans ces combats. Qu'est-ce que je vous ai fait? Mais je sais pas, non, mais c'est rigolo. Non mais bon, si vous Super voulez... plume parmi les coussins, quoi. Super plume, je pense que même quand vous aviez 15 ans, vous pouvez pas y aller, je pense. Mais c'est combien, blague à part? Super plume, ça doit être... C'est dans les 60 Non, moins. Ça doit être dans les 40. 50 kilos, ouais. Dans les 50-55 kilos. Ah bah si, à 9 ans, oui, je peux. Ouais, voilà, ouais. On a vu une photo de vous à 18 ans, vous étiez comme ça. C'est vrai. Arrêtez, Eh oui. j'ai envie de Il y a pleurer. une autre époque, quoi. Je vais reprendre ma respiration, enfin quoique, pour vous, Marek Keta, Oh là faut pas... là, la Allez, transition. nouvelle transition. Magnifique. Il faut pas prendre sa respiration. Ouais. Ce que j'adore avec vous, c'est que bon, avec les autres chroniqueurs, on parle de foot, de handball, de ski, mais alors vous nous inventez les sports. En même Ah, temps, c'est pas moi qui l'invente, hein. quand il fait du classique, il parle d'Arsenal et on sait tout ce que ça donne. Donc Ouais, j'ai c'est ça. envie de dire. Parfois, il vaut mieux tabler sur des trucs. Voilà, c'est- Voilà. Au moins, alors on n'ira là- pas voir. Mais non, Mais alors là, on va parler, dites-moi si je me trompe, d'apnée dynamique. Oui. Bah oui. Expliquez-nous. Tu peux en L'apnée dynamique, c'est de l'apnée horizontale. En fait, c'est tout simplement pas de l'apnée où vous descendez en profondeur, mais vous nagez sur une certaine distance pendant un certain temps. Là, la particularité de cette apnée dynamique-là, c'est que vous le faites sous la glace, voilà, puisque dans 3 si- jours... Si tu vas prendre ta respiration, bah non. Eh ben non, voilà. C'est vrai, non mais c'est vrai. Non, c'est la vérité. Ouais. Donc vous avez un épais fil de glace. Donc c'est une couche qui doit être au moins de 30 cm pour que la discipline puisse être faite. Et vous êtes accroché à un câble par mesure de sécurité, Wow. évidemment. Et d'ailleurs, et donc dans 3 jours, puisque c'est ça l'actu, hein, c'est un apnéiste du nom d'Arthur Guérin-Boéry qui va donc s'élancer le 25 mars pour tenter d'établir un record du monde. Alors c'est sûr qu'il va l'établir puisqu'en fait la discipline n'a pas encore vient tout juste d'être officielle. Ah bah Donc, je peux pas le faire la semaine prochaine, juste d'avoir non. un record du monde au moins 3 jours. Ah, vous pouvez y aller demain, partir Déjà, en il faut Finlande, rentrer si dans vous l'eau voulez. sous la glace. Ouais, voilà. c'est clair, hein. Faut essayer de pas rentrer, Ouais, de c'est pas vrai. avoir de choc. Oh, Ouais. vache. Et oui, donc sous la glace, vous le savez, c'est Mais c'est encore comment ils plus font? Ils font compliqué. un trou point A, un trou point B, mais ils Bah, évaluent la distance lui-même ou ils s'arrêtent? Ouais, Enfin, ouais, c'est comment c'est fait? Ben, si vous voulez, il y a un trou dans le lac. Pour quoi, le point et- A, au moment où il rentre dans l'eau, Ouais. on a compris, mais comme vous avez dit, il y a la glace, mais au moment où il sort, Eh s'il ben, en veut fait, sortir c'est au bout les de 30 distances, mètres et si c'est vous qu'il y a voulez. la glace. Mais il veut pas sortir au bout de 30 mètres. Ah, mais enfin, Non, on sait ils jamais. sont entraînés. Après, Bah, quand attendez. même. Bah, Là, je par me exemple, doute, il est en mais je sais pas préparatif. si vous- Ce sportif-là, Arthur Guérin-Boéry, Et est quand en vous train de dé- s'entraîner déjà dans les Alpes, là, donc oui. si vous voulez, il est assuré de faire 100 mètres. Mais quoi. c'est la même Bien chose. sûr, bien sûr, mais Non, mais si- c'est si- la même chose quand vous descendez en profondeur. Il n'y a pas d'échappatoire Bien sûr, non c'est plus. Ils parce descendent qu'il- pas non plus dans une C'est ça, il y a piscine pas où il y a un mur. Mais non, et- mais non, mais bulle, hein. mais bien sûr, Non, mais il doit y avoir mais là- plusieurs trous à plusieurs endroits. Ah voilà, je pense. parce Comme que ça, en il fait, peut ressortir si jamais. vous nous dites c'est une glace, Ouais. mais le gars a prévu de faire, je dis vraiment n'importe quoi. Ça me- Le gars a prévu. Ah, de mais il va faire- faire Là, il a des prévu- allers-retours, monsieur Sureda. C'est Il ça va faire des Mais c'est vrai ou allers-retours. pas? Mais Non, bien non, sûr. non, c'est Mais une si. distance longue. Il sur va faire 100. des allers-retours. hein. Alors là, je sais pas, mais si le Alors, lac est en assez tout cas, Pour grand, avoir vu si les vous voulez- échauffements, il y avait un reportage sur France Télévisions il n'y a pas très longtemps. si vous Et voulez- non, il y a 2 trous Il y a un à trou, temps de et il nage la distance. brasse. Et Mais voilà, il c'est nage parce que ça d'un lui, point A à un point B. ça lui demanderait un effort supplémentaire de faire le Oui, mais détour. le ça. but Mais- du jeu, c'est de tenir le plus longtemps. Non, c'est d'atteindre la De distance. faire une distance. Ah, d'accord. Mais admettons, je dis n'importe quoi. Il décide, je vais faire 2 Le km. plus vite possible Ouais, il alors. peut pas. Mais si. 2 kilomètres dans le- 2 Ah, km donc c'est un truc de vitesse en En fait, plus.
Mais c'est parce qu'en C'est fait, un truc de vitesse en plus, c'est ça. C'est génial, crois moi pas, j'adore en ça. fait. On en Parce que reparlera la moi, semaine prochaine. j'ai couvert un championnat de France d'apnée dynamique. C'est pour ça que je me permets de voilà. Et dans Et ça ces se cas-là- faisait dans une piscine. Oui, Et mais là, donc en c'est fait vers le retour, but ouais. du jeu c'était de faire le plus longtemps possible. Et quand ils en pouvaient plus, ils se relevaient, on mesurait la distance. Il y a Mais là, plus c'est sur de glace. temps ou de quoi que ce soit. Mais Enfin, c'est sous pour ça que ça glace. m'étonne cette histoire. Soit il y a une distance et dans ce cas il faut la faire le plus vite possible. Soit il y a 2 trous effectivement et ils font des allers-retours et ils s'arrêtent quand ils en ont marre au niveau d'un des trous. Parce quoi. que il tape sur combien Après, les distances mètres en Là, piscine on sous est la sur glace sont pas les mêmes 115 aussi. et 125 Donc mètres. admettons, il a décidé de faire 125 mètres. Mais au bout il a mal calculé, au bout de 120, le mec il en peut plus, il devient tout rouge et s'il veut remonter, il se tape la glace. Je sais pas, c'est bête. Mais ce c'est que pour je ça dis, qu'il y a ce câble de sécurité dans le cadre. Ouais, Il y a des plongeurs. d'accord, ouais, Et plus des plongeurs surtout, ouais. Oui, qui Mais doit disons avoir que des dans- bonbonnes d'oxygène dans l'eau. Enfin, Mais de peut-être toute des façon, trucs comme ça, ouais. De toute façon, forcément, il peut pas durer aussi longtemps sous la glace parce que le fait Ça joue l'oxygène- l'eau. Oui, voilà. Ah bah, Plus il fait froid, ouais. plus vous consommez de l'oxygène, D'accord. puisque vous devez faire plus d'efforts. Ouais. Donc vos muscles vous demandent de brûler plus de calories. Ok, ouais, Et à comme ce ça. moment-là, votre distance, forcément, elle doit pas être très très élevée. On en reparle la semaine prochaine. On en reparle la semaine prochaine. Je vous ferai un point. Un débrief. Il faudrait même essayer Un très l'inviter. gros débrief. Faudrait essayer de Ouais, l'inviter, il est assez carrément. présent Non, dans les médias. il faudrait faire un on a testé pour vous. Ouais, mais là. Aussi. Même bon, de la je vais leur ramener payer semaine prochaine. au hasard, Coraline. Moi je peux pas, j'ai Léon. Allez, Mais, sinon je l'aurais fait. Moi je peux pas, j'ai Maxime. donc, Ah ouais, ouais, Ah, il y a des choses qu'on ne sait pas. on peut essayer de le faire. Hein, mais bon, on va faire 3 mètres. Enfin, dimanche prochain, on va surtout, peut-être le week-end prochain, on va avoir les yeux rivés sur l'apnée dynamique, mais aussi sur la moto GP et la Formule 1. Oh là 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 là. Transition. Je suis à fond sur les transitions là. ce soir. Mehdi, je suis en pleine forme. On va parler enfin le retour de la moto GP. À titre personnel, enfin le retour de la Formule 1, mais les On sports va démarrer méca, par ça. mais les sports méca sont de retour ce week-end. Exactement, le retour des Sur deux Canal+, pardon. exactement, des 2 sports mécaniques la semaine prochaine. On va démarrer par la F1 pour vous faire plaisir, j'en suis Reda. Enfin, vous y intéressez une semaine par an quand il y a Drive to Survive. Mais Non, c'est non, tout. même pas. Non, D'ailleurs, je sais que vous y êtes mis très bien et c'est pour ça que j'en parle, qui D'ailleurs, vient de la- sortir. la- Juste avant le début de la saison, évidemment, comme Netflix fait très bien les choses. Pour nous faire monter la sauce, et donc ça reprendra le week-end prochain à Bahreïn. Voilà, donc une saison dont on attend pas mal de choses. Est-ce que Mercedes continuera d'écraser la concurrence? Est-ce qu'ils vont encore nous sortir une innovation comme chaque saison, comme l'an dernier le DAS avec le volant qui bouge, les pneus qui bougent dans les virages, etc. C'était assez fou. Est-ce que Red Bull rattrapera son retard et surtout Max Verstappen? Et puis surtout, moi, la grosse interrogation, c'est Ferrari qui l'année dernière s'est complètement planté avec Sixième au Vettel. général, enfin sur les constructeurs. hein. exactement avec Leclerc et Vettel qui sont passés à côté, et surtout une voiture qui était absolument pas dans le rythme, qui a été catastrophique, comme vous l'avez dit, 6e au championnat constructeur, alors que Ferrari devait être dans les 2-3 premiers tous les ans. Est-ce qu'ils auront trouvé de solutions? Je l'espère, avec un nouveau pilote, Sainz, voilà, qui était avant chez McLaren. Et puis après, côté français aussi, un grand changement, puisque notre écurie, c'est plus Renault, c'est Alpine, voilà, qui a changé de nom, qui a C'est les toujours... mêmes mecs qu'il y a dedans. hein, Exactement, c'est la même toujours Abiteboul, le responsable de l'écurie, avec toujours Esteban Ocon, notre Français quand même, et puis surtout, le retour ouais. de Fernando Alonso à 38 ans, 38 ou 39 ans, je ne sais plus, je me souviens plus. Voilà, un retour en F1 pour le double champion du monde avec Renault, c'était en 2005-2006. Et juste pour terminer, le Grand Prix de France, ça sera le 27 juin au Castellet. Et MotoGP, ça reprend aussi avec nous, contrairement à la Formule 1, des chances de devenir champion du monde. Et ouais, une grande chance d'être champion du monde avec Fabio Quartararo qui a changé d'écurie, puisqu'il n'est plus dans la deuxième équipe de Yamaha, mais il est passé dans l'écurie officielle, donc il aura normalement toutes les améliorations possibles. Et puis voilà, et puis moi je trouve que c'est une saison qui va être super excitante parce que la moto, contrairement à la F1, pratiquement tous les constructeurs peuvent gagner des grands prix et espérer être champion du monde. À part Aprilia, tout le monde peut être champion du monde. Honda, avec le retour de Marquez qui sera forfait ce week-end, mais avec Marc Marquez qui est exceptionnel, voilà, peut être champion du monde. Suzuki l'a été l'an dernier, Ducati aussi, tout le monde, ça va être super excitant. Et juste la F1 à Alonso et la MotoGP à Valentino Rossi qui enchaîne avec une 19e saison d'affilée à 42 ans, et il continue chez Yamaha Petronas. Et Quartararo qui aura fort à faire pour devenir champion du monde, mais le point positif sur ce premier Grand Prix au Qatar ce week-end, c'est que Marc Marquez ne sera pas là, ce que déjà je disais, forfait. Ouais. Donc ça, c'est... Et un autre Français, ça, juste c'est- on l'a ça, pas c'est dit, Zarco, qui lui a qui a augmenté, qui est passé de la 3e à la 2e équipe Ducati, qui
pourra faire des podiums et jouer des victoires cette saison avec la moto qu'il a. Donc des victoires françaises en perspective, on l'espère. Et on est obligé de parler, pour terminer les coups de cœur et coups de gueule, forcément du rugby, après la belle victoire du 15 de France ce samedi contre le Pays de Galles. Mais on va parler de l'arbitre. Oui. Lucas Serdic. Oui, mais la pression est retombée quand même. Hein. Vous m'avez rarement Alors c'est un vu coup de aussi cœur ou un coup de énervé. gueule alors C'est un coup d'éclairage. Mais pourtant, l'arbitre a toujours raison, monsieur. C'est ce que vous me dites à chaque fois. C'est pas, c'est souvent quand je dis ça à la fin, c'est pour vous faire vriller complètement définitivement. Mais et ça marche. Et ça marche. C'est vrai que ça marche. Pas besoin de dire grand chose pour qu'il vrille. Mais non, là, en l'occurrence, effectivement, on était tous très 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 en colère, en tout cas à chaud sur l'arbitrage de l'arbitre anglais qui était Monsieur Pierce. Lors de ce France-Pays de Galles, mais voilà, force est de constater qu'au moins sur le carton rouge de Paul Villemc, après coup, il avait sans doute raison de le faire. En plus de ça, qui a dit non? On se demande, il y a un parasite sur la ligne, je crois. C'était contre un Français. Mais il a jamais vu un match, j'en suis rédacteur jusqu'à il y a 2 ans, il n'avait jamais vu un match de rugby, donc c'est pas grave, vous inquiétez pas. Si, une fois j'avais vu Belfort-Besançon en Fédéral 4. Ah voilà. C'est de la seule, ça. Vous vous souvenez quand il m'a demandé de faire rapide, discrètement, comme ça. Rapide, Lucas. Rapide, voilà. On est en retard. Donc oui, le carton rouge sur Paul Villemc, c'est ok finalement. Par contre, je me remets toujours pas effectivement de l'essai accordé aux Gallois alors que Dylan Cretin avait fait un magnifique retour et qu'il l'avait sauvé cette balle et qu'on ne le voit pas une seule fois toucher l'herbe, bien au contraire. Après, je mets un peu de l'eau dans mon vin et je me dis que quand même il a aussi eu 1 ou 2 décisions arbitrales en notre faveur, et notamment le fait de ne pas avoir accordé d'essai de pénalité à la 58e à Mohamed Aouas, mais après plutôt un carton jaune qui nous aurait mis quand même définitivement la tête sous l'eau. Donc l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Et l'arbitre a été très bon. Pourquoi ? Parce qu'on a gagné. On peut passer au zoom de la semaine. Le zoom de la semaine est retour sur les paris de la semaine dernière. Je vais déjà vous spoiler, messieurs, on a été très mauvais. Mehdi ? 78-71. Oh putain, c'est ce que j'ai mis sur ma feuille en plus. Sérieux ? C'est vrai ? Ah ouais. Non, c'est vrai. Pardon ? Non. Ah ouais, j'avais mis ça sur ma feuille. Allez, Maxime, 78-71. Non, mais mettez 72 du coup. 78-72. Ok, moi je vais mettre 78-73. Allez. Kevin. 70. C'est fou, ouais. C'est rigolo. Pardon, 70 ? 65. Romain, 71-67. Vincent, 73-71. et Coralie. 74-72. Bien évidemment, vous l'avez deviné, on n'a pas parié de football, mais on a parlé de parier sur le basket. C'était sur Paula Cortez Roanne, résultat 81-60. Tout le monde a eu faux, messieurs. Félicitations. Le zoom 81-60 pour Roanne. Oui, bien sûr. Donc tout le monde a émis Paula Cortez et tout le monde s'est magnifiquement planté sur ce pari. Le zoom de la semaine avec vous, Kevin Carrière. Mercredi, il y a le début des qualifications de la Coupe du Monde 2022, mais nous, on va partir dès ce dimanche à 15h sur M6. On va partir au Kazakhstan-France. Ouais, le Kazakhstan, donc le 122e équipe au classement FIFA, alors que la France est classée 2e derrière la Belgique. Bon voilà, il y a un monde d'écart entre les deux équipes, mais c'est une équipe qui a su embêter quelques nations supérieures à elle, notamment aux dernières qualifications de l'Euro en 2019, où ils ont gagné 3-0 face à l'Écosse, qui comptait quelques joueurs de première ligue dans son effectif, comme McBurney, l'attaquant de Sheffield, ou encore McGinn, le milieu de terrain d'Aston Villa, et McTominay, le milieu de terrain de Manchester United. Donc voilà, je vais vous donner 2-3 joueurs à suivre côté kazakh. C'est le latéral gauche du CSKA Moscou, Bakhtior Zeidoudinov, âgé de 22 ans, qui joue beaucoup plus sur le terrain en sélection et qui marque souvent. Puis l'attaquant titulaire Abat Aimbedov, champion du Kazakhstan l'année dernière avec l'équipe d'Almaty, où il joue en attaque avec Wagner Love, l'ancien attaquant du CSKA Moscou. Et de Monaco, je crois, non ? Oui, c'est ça. brièvement. Donc Aimbedov a fini 2e meilleur buteur du championnat avec 10 buts en 20 matchs. Donc un match qui va se dérouler à l'Astana Arena, situé à Nour-Sultan. Après un long vol de plus de 6 heures, les Bleus atterriront au Kazakhstan, où il y a un décalage horaire de 5 heures. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un stade ultra moderne de 30 000 places, un toit verrière rétractable et une pelouse synthétique. Et une rencontre qui se déroulera sûrement à huis clos. Côté français, une liste sans surprise avec notamment le retour d'Ousmane Dembélé qui retrouve l'équipe de France après plus d'1 an d'absence. Une sélection logique vu ses dernières performances avec le Barça, malgré des défauts dans la finition. Donc un match à prendre au sérieux pour l'équipe de France pour bien démarrer ses éliminatoires. Avec le statut de champion du monde. On va pas en parler, pourquoi ? Parce qu'on a le débat là-dessus, mais on va tout de suite partir sur les pronostics, messieurs, dames. Kazakhstan, France. Je commence avec vous, Maxime Brossard. Déjà, je voudrais saluer Kevin qui n'a pas écorché les noms kazakhs. C'est vrai, il a fait LV2 kazakh, mais en tout cas, c'était propre. Hein. Bon, en tout cas, je vais dire, allez, 4-1 pour la France, un but des Kazakhs sur coup franc. Ok, Coraline. 4-0 pour la France.
Comme moi, 4-0. Mehdi. 3-0. Lucas. 1-3. Romain. 0-3. Kevin. 5-1 pour la France. Ah, j'ai eu peur. Et Marek. Manita pour les Bleus, 5-0. 5-0. Et ben résultat lundi prochain. Et le match, c'est dimanche à 15h. Faites attention avec le décalage horaire. La France ne joue pas en prime time, mais bien à 15h chez nos confrères de M6. On peut passer à la question du jour. Sportez-vous bien? La question du jour. Une question et 4 minutes pour y répondre. On va aller très vite. Que s'est-il passé le 3 février 2008? Voilà. C'était les 10 ans de ma sœur. C'est vrai? C'est vrai? Ah oui. Non, c'est vrai? Ah ben, elle est le 3 février. Ah, mais bonne réponse. Elle est en alors, 98, Et ben donc 98-2008, 10 ans de ma sœur. Eh ben, bonne réponse de Mehdi Guillonneau. On a la sœur de Mehdi Au téléphone. alors. téléphone. Incroyable. Est-ce que ça concerne un sport collectif? Moi, je Bien dirais sûr. du ski, ok. Mince. Quel temps 3 février, perdu. Du foot? Non. Du rugby? Bah oui, mais soyez logiques. 33, c'est le 6 nations. 3 alors. février 2008, mais oui. c'était Ah, ok. la dernière fois que l'Italie a gagné contre Mais l'Écosse. non. L'Italie a gagné un match que la Notre France. dernier grand chelem. Mais Non, non, c'était mais à votre 2010. Ah non, avis, c'était vous en avez- 2010. Mais vous avez compris pourquoi je suis allé voir aussi loin. Pourquoi je suis allé voir Le aussi dernier loin? match France reporté Pays de du Galles. Six-Nations. France Pays de Non, Galles. non. Bah, vous le faites exprès, là, France-Écosse. monsieur. Merci. Et qu'est-ce qu'il y a eu ce jour-là? Ah, l'Écosse a Qui a gagné battu en la France. France. C'est C'est la la dernière fois que que l'Écosse a gagné en France. Non. La France a gagné le grand chelem, a gagné le tournoi en battant Non, l'Écosse sur le dernier France, match. La France, cette année-là, a fini 3ème. C'est le Oui. Pays de Galles, d'ailleurs. Le match qui a- avait été reporté. Non. 3 Mais février qu'est-ce- 2008. mais on a besoin de quoi avant? Ah, du 20 bonus points. offensif Ils face avaient aux gagné plus Écossais. de 20 21 d'écart. points. C'est la dernière fois que l'équipe de France a battu l'Écosse par plus de 21 points. Ah. C'était tout rond. 27-26, c'est exactement ce qu'il faut, avec 4 essais Ouais. par contre. 27-26, c'est exactement ce qu'il nous Mais faut. non. 27-6, pardon. 27-26, c'est Ah. exactement ce qu'il nous faut. T'as acheté là, il est fou le type. 27-6, il va falloir marquer des essais. C'était pour parler du rugby, mais malheureusement on n'a pas le temps, messieurs. Mais voilà, c'est ce qu'il faut. Le match, c'est sur France 2, c'est vendredi Ouais, soir. vendredi, Faites ouais. bien Ah attention. bah oui, samedi à Fort Boyard. Exactement, l'équipe de France a besoin d'une victoire bonifiée, c'est-à-dire de marquer 4 essais et de marquer 21 points de différence avec l'Écosse. Et comme ça, l'équipe de France remportera le tournoi de destination pour la première fois depuis 11 ans. On l'espère. Nous, on se retrouve dans moins de 3 minutes avec notre invité. À tout à l'heure. Sportez-vous bien? L'invité. J'étais en train de dire que j'avais mal aux pieds et tout le monde s'en fiche dans cette équipe. Donc voilà, c'est Enchaîné. j'enchaîne. Notre invité championne olympique 2012, triple championne du monde, quadruple championne d'Europe de judo. Lucie Descosses est aujourd'hui entraîneur depuis 4 ans de la section féminine de l'équipe de France. Et comme les athlètes, elle se prépare aux Jeux olympiques 2020, donc qui auront forcément lieu en 2021. Lucie, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct dans Sportez-vous bien. Vous l'avez compris, vous êtes même mieux placé que nous. On est à l'aube des Jeux Olympiques de Tokyo. Vous êtes, vice-championne olympique à Pékin en 2008, championne olympique à Londres en 2012. Qu'est-ce que ça représente les Jeux Olympiques pour vous? Les Jeux, c'est l'objectif ultime. En tout cas, quand on fait un sport comme le judo, ouais, c'est être championne olympique. En tout cas, c'est l'objectif ultime. Alors, moi, j'ai eu la chance de faire 3 fois les Jeux. Donc, mes premiers Jeux où j'avais pas eu de médaille, les deuxièmes Jeux où j'avais fait des médailles d'argent, et enfin mes 3e Jeux où j'ai gagné la médaille d'or. Donc, c'est encore plus, on va dire, quand ça arrive sur les 3e Jeux, c'était encore plus de bonheur. Et oui, ça reste toujours l'objectif, c'est de gagner les Jeux. C'est plus fort qu'un titre mondial plus prestigieux, on l'imagine. Par exemple, vous êtes championne olympique et triple championne du monde. Ça a la même valeur, ces titres, ou pas? Ah non, pas du tout. C'est vrai qu'être championne du monde, c'est beau, et c'est aussi quelque chose de fort dans une carrière. Mais bon, les championnats du monde, c'est tous les ans. Donc voilà. Et on peut se rattraper l'année d'après, quoi. Oui, voilà. Et les Jeux, c'est tous les 4 ans. Comme je vous dis, déjà, avoir fait 3 fois les Jeux en équipe de France féminine, on est 2 depuis que les Jeux existent. On est seulement 2 femmes à avoir eu l'occasion de faire 3 fois les Jeux. Donc les Jeux, on n'a pas l'occasion de les faire 1000 fois dans sa vie. Donc c'est pour ça que c'est au-dessus, quoi. Question d'un chroniqueur, Maxime Brossard. Bonsoir Lucie. Moi je voulais savoir, voilà, pour tout judoka, j'imagine, faire les Jeux à Tokyo, au Japon, le pays du judo, là ça va quand même avoir une signification vraiment particulière. Il va y avoir un engouement, j'imagine, surtout de la part japonais, puisque ce sont les seuls à pouvoir se rendre, qui va être assez hallucinant, non? Bah oui, franchement, je pense que c'était
je pense que ça avait une certaine, enfin, ça avait une signification forte au départ pour les athlètes, et je crois qu'avec le contexte aujourd'hui, ça modifie un peu les choses parce qu'il y aura pas de spectateurs, parce qu'il y aura sûrement, enfin voilà, il y aura pas les familles, donc ce sera fort parce que les étrangers qui vont gagner au Japon et qui vont battre les Japonais, ça restera quelque chose de très fort, mais c'est vrai que le contexte maintenant fait que ça enlève quand même une petite partie de la saveur qu'il aurait pu y avoir. Ça change quelque chose, vous pensez, vous, pour les sportifs, le huis clos, pas qu'il y ait que les Japonais, mais le huis clos, je veux dire qu'il n'y ait pas d'étrangers, qu'il n'y ait pas les autres supporters et les autres habitants de la planète. Bah, en fait, ça change. Je pense que ça change quelque chose, pas tant sur le moment où on peut dire que les supporters vont aider l'athlète, le combattant à gagner le combat. Je pense que c'est pas tant là-dessus, c'est plutôt dans l'accompagnement de la joie, ou enfin quand ça gagne, quoi, quand ça gagne et que t'as un public, quand tu gagnes ton combat, t'as un public qui t'applaudit, qui t'encourage, ça t'aide un petit peu pour on va dire pour l'ambiance, mais après ouais, je sais pas, moi je pense que pour l'ambiance Ça va être différent. C'est vraiment différent. Après ça empêchera pas les Français de gagner, hein. On était au championnat du monde à Tokyo en 2019, il devait y avoir, je sais pas moi, peut-être 15 supporters français, et les filles, on a fait 4 titres, donc voilà, ça n'empêche pas non plus, hein. La France reste le meilleur pays du judo. Bon, on est peut-être un peu chauvin, mais c'est bien de le dire. Après votre carrière, en 2013, vous êtes donc devenu entraîneur. C'était une opportunité ou c'était une envie, quelque chose qui vous trottait dans la tête depuis un petit moment? Non, franchement, c'était pas dans mes projets immédiats. D'ailleurs, j'avais même refusé tout de suite à la fin de ma carrière. J'avais même refusé d'être entraîneur parce que entre guillemets, j'avais tellement mangé du judo tous les jours que je me voyais pas revenir encore sur un tapis à l'INSEP. Enfin, j'en avais pas trop envie. Et donc en fait, j'ai démarré tout doucement avec les cadettes. Quand 2 ans, 1 an et demi après la fin de ma carrière, j'ai été sur l'équipe de France cadette, et puis après, naturellement, on est venu me demander, après l'Olympiade de Rio, on est venu me demander si je voulais bien aller chez les seniors. Et là, comme j'avais fait une transition un peu plus douce, c'était plus simple pour moi psychologiquement de revenir. Pour les auditeurs et puis pour tous les observateurs et les passionnés de sport, le judo, c'est du 1 contre 1, mais est-ce que vous êtes entraîneur d'une sportive spécifiquement, ou c'est vraiment toute la section féminine, peu importe les disciplines, les catégories, pardon? En fait, on est trois entraîneurs sur l'équipe de France, donc sur l'élite, et il y a notre groupe élite, en gros, même s'il n'y a qu'une catégorie, donc au final il y aura que 7 titulaires. Au JO, il y a que 7 catégories, donc il y a une place par caté, il y en aura que 7. Mais nous, le groupe, il démarre en début d'Olympiade avec on a 15 filles. Donc on s'est partagé à 3, on s'est partagé les 15 filles. Donc on est référent à peu près de 3-4 athlètes. D'accord. On se sert de ces anciens coachs pour coacher aujourd'hui? On se sert de ces... moi, en fait, mon entraîneur, c'est lui le responsable des entraîneurs. Donc obligé. Donc c'est mon collègue et c'est lui le responsable aujourd'hui. Donc c'est lui qui est cherché. Donc forcément, je me sers de son expérience, oui, c'est sûr. Et par rapport à cette convocation, cette sélection, vous avez dit qu'il y avait 7 titulaires. En tant qu'entraîneur, j'imagine que vous avez un gros droit de regard sur les sélectionnés. Est-ce que vous êtes le seul avec vos 2 collègues entraîneurs, ou est-ce que vous êtes aidé, entre guillemets, par d'autres personnes pour les sélections? Aujourd'hui, alors c'est un petit peu changé, parce que là ça vient juste de changer là pour cette année, parce qu'on a un nouveau président, et donc le fonctionnement a un peu changé. Donc il n'y aura qu'un seul sélectionneur qui sera le responsable, le directeur de la haute performance. Mais avant, par contre, on était tous les 3 sur le comité de sélection, donc les 3 entraîneurs étaient sélectionneurs. Et là maintenant ça va changer, il n'y aura qu'un seul sélectionneur, mais par contre j'ai envie de dire, on se met un petit peu d'accord quand même avant. On se met un petit peu d'accord avant entre nous, et puis après le sélectionneur, il assiste au comité de sélection, mais en général,
en général, on est souvent d'accord, quoi. Quand on a un palmarès comme le vôtre, et il faut toujours le répéter, championne olympique, vice-championne olympique, triple championne du monde, quadruple championne d'Europe, ça donne plus de crédibilité auprès des sportifs? Ça donne un petit peu, quand on arrive, ça donne quand même forcément un petit peu plus de crédibilité. Mais Ça après, dure longtemps. c'est vrai que mais ça met un petit peu la pression quand même, parce qu'on est très vite regardé, et il y a beaucoup plus d'attentes. Parce qu'on a envie de dire, oui, le champion, la championne, elle n'est pas forcément bonne entraîneur. Donc les athlètes, enfin voilà, moi je sais que quand je suis arrivée, c'était aussi mon objectif. Mon truc, c'était de montrer que on m'avait pas recruté seulement pour mon palmarès, mais que j'avais aussi des compétences. Et donc forcément, je me suis attachée à ça, j'ai bossé, et j'avais envie de montrer aux athlètes que voilà, c'est pas parce que j'ai été championne olympique que ça y est, je suis là et que tout va bien. Enfin, Tout va bien ça va se passer. Oui, voilà, j'avais vraiment envie de montrer le côté aussi entraîneur, et passionné pour entraîner les gens, et pas seulement accompagner et dire moi dans mon parcours j'ai fait ça, donc il faut que tu fasses ça, quoi. Justement, c'est difficile d'expliquer quand on a eu ce niveau et ce palmarès. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais est-ce que quand un de vos... Bon, après, on parle de l'équipe de France, hein, donc les gestes sont maîtrisés et tout, mais quand quelqu'un rate ou maîtrise moins, est-ce qu'on se dit, mais c'est facile ça pourtant? Est-ce que c'est difficile à expliquer au quotidien quand c'est quasiment presque naturel, j'ai envie de dire, pour des sportifs de votre catégorie? Disons qu'il faut s'adapter aux différents profils. Ça veut dire que il y a des athlètes voilà, qui vont bien sentir les choses, et que ça va être facile, et qui vont comprendre assez vite, et là c'est assez fluide. Et puis parfois il y en a d'autres où oui, on se pose la question, on se dit mais pourquoi elle comprend pas, c'est simple pourtant. Mais c'est ça aussi le travail de l'entraîneur, c'est de s'adapter, et donc avec on va dire avec les personnes où c'est moins fluide, qui ont moins la sensation, qui ont moins de choses, on passe plus de temps, et moi ça me dérange pas de passer plus de temps avec ces gens-là, mais qu'au final ils comprennent les choses. Il y a autre chose qu'un sportif peut peut-être un petit peu oublier de la part de son entraîneur, c'est le côté psychologique. Vous imaginez que ça prendrait autant de place? D'ailleurs, est-ce que ça prend autant de place à un coach, la psychologie au quotidien? Ah oui, franchement. Et vous imaginez que c'était autant quand vous étiez sportif, vous? Non, j'imaginais pas du tout. Je me demande comment les entraîneurs ont fait avec moi quand je vois moi ce que je vois et ce que je subis presque des fois aujourd'hui. Je me dis mais comment ils faisaient, quoi. Mais oui, c'est énorme, la partie psy, elle est énorme, parce qu'on passe beaucoup de temps avec les athlètes, c'est du bi-quotidien, donc il faut les comprendre, il y a des moments qui sont difficiles, il y a des moments qui sont où elles n'ont pas envie de nous calculer, ou parce qu'on est trop là, donc faut savoir s'effacer un peu. C'est vraiment beaucoup de psychologique, ça des fois ça prend même la tête. Et c'est là où le passé de sportif de haut niveau joue et va dans votre sens, de comprendre pourquoi la sportive, comme vous le dites, a pas envie de vous voir, a pas envie de vous parler, n'est pas bien. Disons que moi, c'est vrai qu'avec mon passé, ça fait que je me mets plus facilement à la place des athlètes pour essayer de les comprendre. Et je sais que ça, oui, je pense que mon expérience d'athlète de haut niveau, ça me sert là-dessus, parce que à chaque fois qu'il y a des situations un peu difficiles, je me mets à la place de l'athlète, et je me dis oui, c'est vrai, toi aussi, à ce moment-là, tu aurais peut-être réagi comme ça, et oui, c'est vrai que c'est plus facile. Et là, il y a une question que j'aime bien poser quand j'ai des entraîneurs anciens joueurs. Comment se passerait la relation entre la sportive Lucie Décosse et la coach Lucie Décosse? Est-ce que ça se passerait bien? J'espère. J'espère que ça se serait bien passé. On va dire, si je prenais la Lucie Décosse jeune, avec l'entraîneur que je suis aujourd'hui, après 4 ans en équipe de France, je pense que la Lucie Décosse jeune, elle n'aurait pas aimé. Parce que je suis assez... pas dure, mais je suis assez exigeante. Bien sûr. Et que moi, quand je suis arrivée en équipe de France, j'aimais pas trop qu'on m'impose trop de choses. Mais après, non, après, je pense que de toute façon,
moi dans les deux cas, donc je pense que ça se serait bien passé. Et c'est ce qui vous a permis d'être championne olympique en 2012. Justement, on va y venir sur les Jeux olympiques. Déjà, bon, on le sait pourquoi, à cause du coronavirus et de cette pandémie mondiale. Ça change quelque chose, vous l'entraîneur, ce report d'un an? Pour moi et pour le staff, ça change. Ça change. Enfin, on va dire, ça change pas grand-chose. Ce qui change, c'est qu'il faut faire plus attention aux athlètes. Ça, c'est ce qui a changé parce que à partir du moment où ils ont annoncé le report et qu'on repartait encore pour une année, nous on a fait, on s'est dit qu'il fallait être vraiment, et il faut encore là sur les mois qui restent, il faut être vraiment vigilant parce que c'est surtout dur pour les athlètes. Pour nous, ça change pas grand-chose. On doit adapter la planification et puis ça change pas, mais c'est par contre par rapport aux athlètes, il faut qu'on soit vraiment plus vigilant, ça c'est sûr. Et quand on est à quelques mois des Jeux Olympiques, qu'est-ce qu'on travaille là avec les sportifs dans la préparation? On est plus on commence déjà, on est sur le physique, on est sur la technique, même si, parler de technique quand on est en équipe de France, mais on travaille quoi? Si, il y a encore, on travaille encore tous les aspects. Il y a des séances de préparation physique, des séances de technique, il y a des séances de randonnée. Donc on travaille un peu tous les classiques, et puis surtout la sélection au jeu, elle n'est pas encore tombée. Donc là, les sélections au jeu, elles vont être annoncées d'ici 15 jours peut-être. Et donc là, à partir du moment où il y aura la sélection, on va affiner un peu avec les titulaires, et puis là on sera dans du travail peut-être plus précis sur de la vidéo aussi, peut-être sur les adversaires, sur plein de choses, un peu plus de détails, parce que là on aura les 7 titulaires et on pourra se concentrer sur les 7. Bon, je pense que j'ai la réponse à ma dernière question, mais je vais la poser quand même. C'est trop tôt donc pour prédéfinir un objectif de médaille, vu que les sportifs n'ont pas été désignés? Ou est-ce qu'on a déjà un ordre d'idée sur ce qu'on voudrait faire par rapport à 2016 à Rio? Non, on a déjà un ordre d'idée parce que à Rio, il y a eu un titre, chez les filles en tout cas, il y a eu un titre. Émilie Andéol qu'on avait reçu. On avait reçu dans l'émission. Voilà, Émilie, il y a eu une médaille d'argent avec Clarisse et Audrey Cheméo. Donc il y a eu 3 finales, c'est déjà pas mal, mais l'objectif c'est d'avoir plus d'un titre olympique chez les filles. C'est vrai que ce serait pas mal. Ce serait pas mal. C'est tout ce qu'on souhaite, bien évidemment, à l'équipe de France de judo, hommes et femmes bien évidemment, puis toute la délégation française, peu importe les sports, que ces Jeux Olympiques soient une belle réussite. Merci beaucoup, Lucie. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous dans Sportez-vous bien, et nous on va pouvoir passer au débat. Sportez-vous bien. Le débat. Malgré le statut de champion du monde en titre, l'équipe de France débute ce mercredi les qualifications du prochain mondial au Qatar en 2022. Des qualifications forcément particulières avec le Covid et à quelques mois de l'Euro et des JO, chose unique. Messieurs, pas vraiment de questions, mais c'est une petite photographie. La première question... La photo, elle n'est pas claire, si vous voulez, à mon avis. Avec le nombre de groupes, on ne sait pas à quoi ça correspond. Je vais vous expliquer. Il nous a mis un document sous les yeux. Honnêtement, ça fait 3-4 minutes que j'essaye de déchiffrer à quoi ça correspond, les groupes. Regardez, je vous explique. Regardez, messieurs, je vous explique. La photo de gauche, vous avez vu, c'est écrit en gros, c'est les espoirs. Non, mais ça, ok. Donc juste en dessous, le Russie, Islande, France, Danemark. C'est l'Euro Espoir. C'est l'Euro Espoir. Okay. C'est bon, on y est. Qui est en 2 parties, vous l'avez pas dit. Qui est en 2 parties, on va y venir. Il y a l'Euro Espoir qui débute. C'est hyper clair le foot en 2021, c'est génial. C'est dès ce mercredi. La liste à droite, c'est l'équipe de France A, les champions du monde, avec leur poule des qualifications de la Coupe du Monde. L'Ukraine, qu'on va jouer mercredi, la Finlande, la Bosnie qu'on joue mercredi d'après, et le Kazakhstan qu'on jouera dimanche. Juste en dessous, c'est les demi-finales de la Ligue des Nations, faut pas oublier. Ah oui, la Coupe Mickey. Mais oui, on est en demi-finale de la Ligue des Nations, et le dernier tableau, c'est l'Euro où on est dans la poule de la Hongrie, du Portugal et de l'Allemagne. La question, elle est bête, elle est très simple. Est-ce qu'un champion du monde doit passer par les qualifications, messieurs? De l'Euro, oui. De la Coupe du Monde. L'Euro, forcément. D'ailleurs, est-ce qu'un champion d'Europe doit passer par les qualifications? On est d'accord. C'est pour vous, oui? Non, ça dépend. Si le champion du monde c'est l'Angola, est-ce que je sais pas. Franchement, je vous avoue, ça paraît logique. Comme on est. Après, il y a un truc quand même qui
et je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont fait, c'est que souvent, donc il y avait le pays hôte qui était qualifié et donc l'ancien vainqueur aussi qui était qualifié. Et pendant 2 ans, puisqu'il y a l'Euro toujours entre-temps, ils jouaient toujours un peu des matchs, comme Maxime les appelle, un peu gigot-haricot. Et les dernières années, souvent le champion du monde, il passait pas le premier tour. Il passait pas le premier tour. En faisant ça, il passe toujours pas le premier tour, les champions du monde. Et voilà, ils confirmaient pas derrière. Donc ils se sont dit. Ils se sont dit, c'est parce qu'on jouait des matchs amicaux où il y avait pas voilà, il y avait pas d'enjeu, donc on n'allait pas se dépasser pour gagner ces matchs-là. Et en plus, comme les qualifications se sont élargies et il y a quand même moins de chances de passer à la trappe quand tu es une grosse nation et quand tu es champion d'Europe, champion du monde, tu es une grosse nation, et bien autant jouer des matchs avec de l'enjeu. Donc ça, moi, je le comprends. La bonne idée, ça a été pour le pays organisateur, c'est-à-dire que nous, on avait accueilli l'Euro en 2016, on avait été intégré à titre fictif, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une poule à 5, c'était d'ailleurs la poule du Portugal. Il y avait le Portugal, Turquie, non, pas Turquie, je ne sais plus qui y avait, mais je me souviens juste qu'il y avait le Portugal. Il y avait l'Albanie aussi. Ah oui. Et ça peut être une solution, non ? Oui, mais bon, là, c'est encore une fois, on joue des matchs du coup sans enjeu pour nous. Donc voilà, après, ça nous a réussi puisqu'on a été en finale. Donc après, je sais pas quelle est la bonne formule ou pas. Qu'est-ce qu'on peut attendre, Lucas, de ces qualifications quand on est champion du monde ? Rien. Ouais, voilà. Ça ne sert à rien pour nous. Hein ? Lucas. Oui. Je vous réveille. Ah. Non, qu'est-ce qu'on peut attendre ? En espérant que la France des ne soit matchs, pas endormie comme ça. Des matchs de foot qu'on va gagner. Est-ce que l'objectif... Avec des nouveaux joueurs. Nous, ce qu'on aime bien, c'est voir de nouveaux joueurs. C'est pour ça qu'on n'aime pas trop Deschamps, finalement, parce qu'il ne change pas beaucoup de joueurs. Je sens que les gens sont déçus. Oui, mais ça gagne. Ils aimeraient bien qu'il change un peu de joueurs de temps en temps. Remuer tout ça, quitte à ce que ce soit complètement bête. Oui, mais changer pour changer. Non, mais je suis d'accord avec vous. Moi j'aime bien les équipes stables. Je vous explique ce que j'ai vu sur plein de commentaires voilà. Est-ce que l'objectif à la Deschamps. Est-ce que l'objectif, messieurs, pour l'équipe de France peut être bête et un petit peu prétentieux, et bien évidemment, je manque pas de respect à tous les habitants du Kazakhstan, de la Bosnie, de la Finlande, et de l'Ukraine qui nous écoutent forcément. Est-ce que l'objectif pour la France, pour une fois, est-ce que c'est une chose très très rare, vous allez me voir venir, de faire un 10 sur 10 ? 30 points, 10 victoires en 10 matchs. Si vous voulez, Deschamps il s'en fout, il veut finir premier point. Alors là, rien à faire complètement. Ah oui, ça Deschamps. Qui gagne 4 ou 5 matchs, ça suffira. Si ça lui suffit à être premier, lui ça lui va. Il y a que ça qui importe de toute façon dans la tête de Deschamps, et honnêtement. Jean Sureda, il aimerait bien avoir un 10 sur 10. Parce qu'un jour, il nous dira, vous savez ce qui s'est passé ? Eh oui, il fera la question du jour. Le 5 mai 1991. Et Léon sera chroniqueur avec vous. C'est la dernière fois que la France a fait un 10 sur 10 avec l'Albanie. Et le demi-Kazakhstan dans son groupe. Et c'était un but de Tanguy Ndombele face au Kazakhstan. Le Kazakhstan, le pays qui n'existe plus d'ailleurs. Non, mais juste sur ça, en fait, les matchs de qualification de l'équipe de France, j'ai envie de dire, quand vous regardez pas beaucoup de foot, regardez-les. Mais si vous regardez beaucoup de foot, ne les regardez pas. Ne les regardez pas, ça ne sert à rien. Voilà, c'est le pays, ça. Après, il peut y avoir quelques trucs un peu piégeux là. S'il va en Finlande en hiver. Il y a la Bosnie qui est. Alors, heureusement que c'est à huis clos, parce qu'avec la sanguinité, je sais pas si ça se dit, je sais pas si c'est français. La ferveur, je dirais plutôt. La ferveur. Voilà, la ferveur bosniaque, c'est. Bon, voilà, c'est le petit piège. D'ailleurs, on s'est fait avoir en Turquie lors des qualifications de l'Euro. Mais voilà. Il y a plus un piège pour moi en Ukraine qu'en Bosnie. Hein. La bonne génération de joueurs, et avec des joueurs de qualité. Ils sont champions du monde, les Ukrainiens, les jeunes. En U21, mais il y a quelques années. Il y a 3-4 ans, ils sont champions du monde. Ils sont souvent présents chez les espoirs, ils ont des bonnes générations. Et là, à mon avis, il y a avec Andrei Shevchenko, d'ailleurs, la légende en tant qu'entraîneur, il y a une petite génération qui arrive. Ils vont être embêtants à jouer, mais on reste normalement quand même supérieur. Et l'objectif, de toute façon, c'est presque des matchs de prépa pour l'Euro déjà, quoi. Voilà. Justement, c'est ça le piège normalement, et j'ose espérer que la France va prendre 9 points sur 9 sur ces 3 matchs, mais même 7 ça lui ira à Dédé. Oui, le match nul en Bosnie on le prend aussi. Voilà. Et le danger, c'est de penser tout de suite à l'Euro. On y pense là, non ? Il n'y aura pas de danger. Lucas, on y pense, non ? Oui, on y pense. Avec une équipe comme ça, il y pense, Deschamps, c'est sûr. Quand on voit la liste, il y pense. Il y a beaucoup de champions du monde qui sont revenus. Moi, je suis déçu. Vu les buts que j'ai mis hier, je suis déçu de pas être dans la liste. Ce qui est terrible avec ce genre de match, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à les apprécier parce qu'il n'y a que des trucs à perdre, en fait. Il n'y a rien à gagner. Ça vous rappelle pas le PSG, ça ? À une certaine époque, au bout d'un moment, avec une lassitude de jouer des matchs de Ligue 1, parce qu'il y a
C'est ça. Il n'y a que à perdre. À part perdre un peu de confiance, perdre un joueur, se blesser, perdre des certitudes. Il n'y a rien d'autre là. Je sais pas, il suffit que Giroud fasse 3 matchs sans marquer. On va se dire Giroud vraiment. On oublie tout le reste, tu vois. Non mais voilà, c'est ça qui est chiant en fait. Donc on n'arrive pas à s'enthousiasmer. Moi c'est le genre de match typiquement que à l'époque où c'était encore possible, mais c'est les matchs que tu allais voir au bar quoi, tu vois, parce que sinon pas, comme tu disais Mehdi, il y avait pas d'intérêt. Ou le France Kazakhstan qui coûte 10 € au Stade de France. Voilà, un petit match de l'équipe de. Non mais c'est vrai, et c'est pour ça aussi que je dis 10 € au Stade de France, c'est rien quoi. Quand on est gavé, les gens quelque part sont déçus parce que c'est l'intérêt aussi de ces trucs là, c'était juste de voir des nouveaux et de voir que ça marchait avec les nouveaux. On avait envie de voir les nouveaux briller. Mais là, il n'y a pas de nouveau. Après, est-ce qu'il n'y a pas de nouveau pour deux raisons. C'est déjà que. Non, mais je dis pas qu'il aurait dû avoir des nouveaux. Bien sûr, j'entends. Je dis qu'on s'excitait pour les nouveaux. Parce que c'est ça, quoi. C'est la nature. Mais les nouveaux, ils sont avec les espoirs aussi. Les nouveaux sont avec les espoirs et surtout, Deschamps, on le connaît tous sans le connaître. Pour le coup, j'ai bien envie de voir ce qui va se passer au niveau de l'Euro-Espoir. Mais justement, c'est la question et c'est pour ça que je les ai mis sur la feuille. Est-ce que finalement, l'événement du mois de mars pour l'équipe de France, c'est l'Euro-Espoir. On va expliquer aux auditeurs comment va se passer l'Euro-Espoir. C'est fantastique. C'est-à-dire que c'est les phases de poule pour toutes les équipes forcément au mois de mars. Et c'est les phases finales, si bien évidemment le pays est qualifié, au mois de juin, mais je crois que c'est au mois de mai ou au mois de juin. Moi je crois que ce truc-là, c'est la preuve que les bars quelque part sont encore ouverts à un endroit et que dedans il y a les organisateurs. Et ils y vont de temps en temps et à la fin ils disent ouais, alors les gars. D'ailleurs, quand j'ai vu la poule, j'ai l'idée pour l'Euro-Espoir. J'ai cru que c'était je crois que c'était un tournoi de hockey sur glace, là, Islande, Russie, Danemark. C'est quoi ça? C'est vrai. Mais non mais on va quand même parler des espoirs. Je pense que c'est quand même le plus intéressant. C'est ça le plus intéressant. Il y a une génération de joueurs. Alors est-ce que ça va marcher collectivement? C'est toujours le point d'interrogation avec le genre de joueurs qu'on a en France. Mais sur le papier, vu les joueurs qu'on a, voilà, il faut passer cette phase de poule. Et puis je pense qu'on est un prétendant à la victoire, comme l'Espagne, comme l'Italie, comme l'Allemagne. Ce qui est assez dingue, c'est qu'en voyant cette liste et la liste des A, on se dit il y a encore du réservoir quoi. Il y a encore des gens qui même si on a perdu Oussem Aouar qui s'est fait mal aux adducteurs, qui est forfait, et aussi Moussa Diaby qui est à Leverkusen, remplacé par Armand Lorienté. Alors il y en a pas Lorienté exactement. Il y en a pas un deuxième qui remplace. Moi j'aurais bien vu Amin Adli, le Toulousain, pourquoi pas faire le 20e dans j'aurais aimé voir Maxence Lacroix, le Sochalien, l'ancien Sochalien, je peux la faire mais en défense centrale il y a beaucoup plus de concurrence. Regardez les noms en défense centrale. Je veux taquiner sur ce coup-là. D'ailleurs, pour ceux qui ne suivent pas vraiment le football, pour vous dire, l'équipe de France Espoir, il y a 3 joueurs qui... Il y en a déjà 2 qui ont déjà joué avec les... 3 Il y a Ikoné... Aouar, Kamavinga. Gendouzi qui a fait des apparitions aussi. Je crois pas qu'il y ait de sélection. Si, en amical. Je crois qu'il a été appelé, mais je suis pas sûr qu'il ait joué. Ah oui, faudrait qu'on vérifie. Non, et puis il y a des joueurs qui vont bientôt taper à la porte, on espère. Wesley Fofana et Jules Koundé dans les années à venir. Un mot sur Kalulu qui a fait quand même le pari de l'été et qui a franchement Milan AC, il bénéficie encore du fait qu'en arrière droit en France, on a quand même pas grand monde. Ouais. On le voit, il y a Colin Dagba aussi dans cette liste, qui joue pratiquement jamais au PSG. Alors en plus, c'est vrai qu'il y a des équipes, parce qu'arrière gauche il y a du monde, que ce soit chez les A ou que chez les les deux jeunes, sont à Rennes là, c'est quand même bizarre. C'est marrant. Bon bref. C'est vrai. On parlera bien évidemment de l'équipe de France la semaine prochaine. Il y aura l'équipe de France qui joue contre l'Ukraine. Ce sera ce mercredi à 20h45 chez nos confrères de TF1. Et après c'est les 2 matchs, le Kazakhstan et la Bosnie en déplacement, les 2 fois sur M6 le dimanche et le mercredi suivant. Voilà, ça fait 3 matchs de qualification à la Coupe du Monde 2022. Merci à Coraline et à Romain à la réalisation. Merci à vous messieurs, nous on se retrouve la semaine prochaine. On va parler de para-badminton la semaine prochaine. À lundi sur Sportez-vous bien.